Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... La porte, à mon avis, c'est d'essayer d'être un fil d'Ariane à l'intérieur du labyrinthe. Ça paraît extrêmement compliqué à beaucoup de gens. Ils comprennent pas forcément tous les enjeux financiers, de corruption, de réglementation, de législation. Là, c'est essayer de mettre des mots sur quelque chose qui paraît incompréhensible à beaucoup. Et ces mots sont relativement simples. À la fin, ça dessine un logiciel qui est compréhensible par tout le monde. Donc moi, c'était mon intention en tout cas, et c'est le plus beau retour que j'ai eu sur le livre. Quelqu'un m'a dit, bah merci, tu mets des mots sur quelque chose que je ressentais intuitivement, mais où j'arrivais pas à l'énoncer. Et là, maintenant, c'est clair. Et surtout, c'est aussi une intention de faire le grand écart et de dire, on est dans un constat de déploration, de l'effondrement et de tout ce qui va pas. Mais on peut pas rester à ça. Parce que sinon, on se couche par terre et on dit, bon, on va tous mourir. Non, en même temps, cette déploration, elle est l'ouverture de plein de possibles, et y compris dans l'institution. L'hôpital est déjà en train de se transformer. Si vous prenez l'évaluation en santé, c'est une discipline, en gros, pour la certification, c'est le truc hyper normatif, comme la norme ISO 9002, vous voyez, mais en santé, bah, pendant longtemps, les gens qui faisaient ça, ils disaient il faut faire des scores de douleur, des scores de machin. Est-ce que votre truc il est bien fléché? Il y a l'alarme incendie. ISO 9002, c'est dans l'industrie, c'est les process qualité. Les gens qui bossent dans l'industrie, ils savent connaître ça par cœur. Est-ce que votre petite pente d'accès elle est bien conforme pour les handicapés? Est-ce que la porte a la bonne largeur? Et il y a des administrations qui vous font chier pendant des jours et des jours pour que vous appliquiez à la règle, qui vous mettent des amendes. Donc c'est un truc en gros très normatif, très contraignant et qui n'améliorait rien jusqu'ici, qui faisait semblant d'améliorer, mais qui au fond rigidifiait tout et tuait l'initiative et la créativité, et qui en plus nous mettait toujours en retard, parce que comme on n'est jamais conforme, il faut toujours qu'on se mette en conformité, et donc on peut même plus rêver l'hôpital qu'on veut. Parce qu'à la fin, on est en retard. La HAS nous a dit qu'il a changé ci, ça chaque année, et donc il faut qu'on se mette à jour, quoi, dans les normes. Mais à la fin, on veut faire quoi dans l'hôpital? On ne sait plus, il faut qu'on se mette aux normes. Et il y a plein de secteurs qui sont comme ça, où finalement on n'arrive plus à avoir de la créativité et de la joie, parce qu'on est complètement asséché par le système normatif. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est qu'elles sont intéressantes, c'est toujours ambigu et paradoxal en fait, c'est rare qu'on puisse dire c'est blanc, c'est noir, ça marche pas. Mais actuellement c'était devenu des usines à gaz, qui faisaient que si vous n'étiez pas conforme, en gros on vous ferme, etc. Et c'est impossible d'être conforme. Mais petit à petit, les gens qui font même cette certification sont en train de changer. Et se sont posé la question, on dit, bon, on a fait des scores de douleur, des scores de vomissement, mais les soins sont pas mieux. Pourquoi? Ils se sont dit, une idée magnifique, merveilleuse, ils se sont dit, et si on demandait aux patients? C'est un peu burlesque, hein. Bien sûr qu'on aurait dû demander dès le départ aux patients, puisque c'est eux qui sont concernés par les soins. Mais là, ça leur est venu d'un coup, et ils ont fait un indicateur qu'on appelle le patient traceur. C'est-à-dire qu'à la fin des hospitalisations de quelqu'un, ils vous prennent et vous disent « Et vous, au fait, racontez-moi votre hospitalisation. » Non, avec vos mots, il n'y a pas de score ni rien. Et le patient raconte. Et on se rend compte que le patient il raconte toujours la même chose. Enfin, avec des histoires différentes à chaque fois, mais c'est qu'au fond, il peut avoir vomi, il peut avoir eu mal. Mais là, j'étais dans le couloir du bloc, j'avais froid, et il y a une aide-soignante qui est venue me voir, qui m'a pris la main, qui m'a dit « Vous avez l'air d'avoir froid, je vais vous amener une couverture. » Et elle m'a amené une couverture. Ça n'apparaît nulle part, dans aucun compte-rendu, dans aucun score. Mais à la fin, le patient, il dit, parce que ça s'est passé, bah, pour moi, toute l'équipe, elle avait une humanité touchante. Et en fait, au fond, je suis content de ce qui s'est passé. Et c'est le facteur humain, le PFH, le précieux facteur humain. Et on est en train de redécouvrir le précieux facteur humain dans les soins. Pour moi, c'est extrêmement réjouissant. Et ça ouvre la porte à de très beaux jours pour notre santé. Donc on a une bifurcation là. On a ceux qui sont actuellement directeurs d'hôpitaux, présidents d'universités, chefs de service, qui rêvent une médecine transhumaniste, algorithmique, avec des petits logiciels partout qui vont faire des choses de manière automatique et plus d'humain. Vous avez un bon article dans Le Monde diplomatique qui date de juin, je crois, ou juillet de cette année, qui parle de l'Eldorado de la e-santé. La e-santé, c'est quoi? C'est toute cette santé connectée, avec des objets connectés, où à la fin, vous avez des algorithmes qui processent tout seuls, et puis vous avez une application qui vous dit directement comment changer votre dose, etc. C'est une médecine sans médecin. Et en fait, une médecine sans patient. Parce que le patient, il doit être toujours pareil. Donc si vous n'êtes pas comme il faut, vous n'êtes pas pile dans le moule, c'est bon, neuroleptique, antidépresseur et anxiolytique, quoi. À la fin, vous finissez en psychiatrie, quoi. Comme les gens qui ont un Lyme, ou comme les gens qui ont un Covid long actuellement, ou une spikeopathie post-vaccinale prolongée. En gros, la médecine leur dit, on ne connaît pas, vous n'existez pas dans nos cases. Bon, bah, je vous envoie chez le psychiatre.
Mais ils vont pas mieux. Ils sont juste rincés par les médicaments qu'on leur donne. Et donc ça, c'est la bifurcation actuelle entre le rêve transhumaniste, qui est un cauchemar en vrai, hein, et qui est porté par les multinationales, les mêmes qui ont disrupté notre système et pris le pouvoir. Et de l'autre côté, le retour de l'humain, le retour du soin, le retour de l'erreur, de la bifurcation. Parce que l'humain, c'est l'erreur. Mais tant mieux. Heureusement qu'on fait des erreurs. Ouais, ou faire monter en compétence les citoyens. Que chaque citoyen essaye le plus possible de rester en santé. Et là, c'est des conditions systémiques. Si vous mettez des distributeurs de coca et de nuts partout, oui, vous aurez de l'obésité et de l'hypertension. Donc, il y a des choses à changer dans notre façon de vivre collectivement dans une ville. Ça, c'est une phrase d'Ivan Illich, qui a écrit un livre qui s'appelle La Némésis médicale, et qui est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'on appelle la convivialité des systèmes techniques, et qui dit, aujourd'hui, le facteur pathogène prédominant, c'est le système de santé. Aujourd'hui, aux États-Unis, une des premières causes de mortalité, ce sont les opiacés, l'intoxication morphinique. Et ça, c'est le système de santé. Souvent, on essaie de voir un monstre extérieur qu'on voudrait changer. On dit, c'est les méchants transhumanistes et tout ça. C'est Laurent Alexandre, Jacques Attali, Yuval Harari, Klaus Schwab. Mais ils sont là parce qu'on leur a laissé la place. Ils sont le précipité de nos attentes contradictoires. On voudrait, en prenant une pilule, que tout aille bien. Non, c'est pas comme ça. En gros, c'est les gens qui promeuvent le transhumanisme, c'est-à-dire un homme qui serait le prolongement d'un système technique, en disant mais c'est ça l'avenir radieux qui nous attend pour les gens riches si vous avez le bon abonnement. Pour les autres, on verra. Je crois que c'est une illusion et c'est une illusion. Bon, je veux pas parler de transhumanisme tout de suite, mais pour dire le fait même de les désigner comme l'ennemi, c'est une illusion. C'est à l'intérieur de nous. On est tous un peu pétris de ça. On aimerait bien que ça se passe tout seul, pas avoir à mouiller la chemise. Voilà. Mais non. Notre santé, elle est à nous. Notre corps, il est à nous. C'est à nous de bosser. Et on a besoin des autres pour le faire. Je vais arrêter de fumer tout seul. Je sais qu'il faut le faire. Je sais que je donne de l'argent à un gros gars dans un fauteuil à New York qui, à chaque fois que je prends une bouffée, rigole en disant il va se taper un bon cancer. Et qui fait du tabac dégueulasse rempli d'OGM, de pesticides, avec un pauvre Mexicain qui est fouetté $2 par jour pour à la fin produire un truc qui rend malade. Je sais tout ça. Et pourtant, c'est pas pour ça que j'arrête. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'acrasie chez les Grecs. Akrasia, c'est l'insuffisance de la volonté. La flemme. Et les gens, aujourd'hui, ont la flemme. La flemme de se réemparer de la chose commune et de leur chose à eux. Leur corps, d'abord, et puis ensuite de leur ville, et puis ensuite de leur boulot, et puis ensuite de leur vie. Ils attendraient que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Il y en a même qui tapent sur Google « C'est quoi le bonheur ?» C'est pas Google qui va te répondre. Pareil sur tes symptômes. Tous les gens qui googlisent leurs symptômes. Il y a un dessin humoristique comme ça qui dit Each time I Google my symptoms, I end up having a cancer. Chaque fois que je googlise mes symptômes, je finis par avoir un cancer. Et à peu près, quoi.